inondations meurtrières, le lien avec le réchauffement climatique paraît probable. L'Union européenne vole au secours de la France pour lutter contre les incendies de forêt. Je ne veux pas laisser ce monde-là à mes 4 petits-enfants. Et 1 milliard d'habitants devront déménager. Ça va pas, Alice? Si, ça va. Je réfléchis. Ça, c'est vrai que c'est vraiment ta nature de te poser des questions. Bah, tu crois pas si bien dire, parce qu'en fait, je m'interroge sur le sens du mot nature. Est-ce qu'on doit continuer à puiser dans toutes ces ressources ou au contraire vivre selon son modèle? Et d'autre part, est-ce qu'on doit s'alarmer face à l'urgence climatique ou au contraire considérer que nous sommes dans une époque captivante dans laquelle il est nécessaire de tout réinventer, à commencer par la théorie politique? Moi, je dirais qu'il faut à la fois s'alarmer et à la fois tout réinventer. Tu sais quoi? On va faire une vidéo. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Belin Éducation et toute la boîte à bulles qui ont eu la gentillesse de nous faire découvrir leur collection Toute la philo en BD qui est vraiment géniale et que je te conseille vivement de te procurer afin de compléter tes révisions. Mais si tu veux bien, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Dans cette vidéo, on te propose de réfléchir à la notion de nature. Pour cela, on va découvrir tout d'abord ce qu'est la définition de la nature, puis une des problématiques qu'elle sous-tend, et enfin l'enjeu de notre réflexion, à savoir ce qu'elle apporte aux hommes, lesquels sont les citoyens du monde. Puis nous verrons en quoi vivre selon la nature est la clé du bonheur, mais aussi que maîtriser la nature est un gage de progrès, et enfin que la solution est peut-être de collaborer avec la nature au service de la vie. Mais voyons pour commencer les définitions du mot nature. Le terme nature est issu du latin natura. Il signifie d'une part l'action de faire naître, mais aussi l'état naturel d'une chose, et enfin l'ordre des choses. Cette diversité de significations se retrouve dans le sens courant du terme qui désigne un ordre inscrit dans l'univers qui déterminerait le cours des événements, le milieu naturel non transformé, ou enfin ce qui chez un individu est inné, c'est-à-dire relève de son donné biologique et psychologique et non de son apprentissage. D'entrée de jeu, on comprend le lien et l'opposition qui relient les termes nature et culture. Assez obscure, la notion de nature s'éclaircit lorsqu'on l'oppose à la notion de culture, laquelle est de l'ordre de l'apprentissage, du transformable et recouvre l'ensemble des institutions techniques, sociales et spirituelles. Pour illustrer ce qu'est la nature humaine, Lévi-Strauss cite l'exemple des enfants sauvages, ces enfants nés et ayant vécu en dehors de la société. Parmi les plus connus de ces enfants figure Victor de l'Aveyron, trouvé à l'âge de 12 ans en pleine forêt. Il ne possède ni langage ni intelligence et malgré les efforts de ceux qui le recueillent, il ne parviendra ni à apprendre à lire ni à écrire. Néanmoins, certains soupçonnent que cet enfant était atteint d'autisme et c'est d'ailleurs pour cette raison que sans doute ses parents l'auraient abandonné en pleine forêt quand il était en bas âge. Mais du coup, on n'est pas certain que s'il avait possédé une structure psychique un petit peu différente, il n'aurait pas pu apprendre à lire et à écrire. Mais attention, il faut savoir que Boris Cyrulnik contesta l'idée que la nature humaine était illustrée par la figure de l'enfant sauvage. Vu que l'homme ne se révèle essentiellement qu'en société, où il acquiert un langage, développe une pensée et donc une intelligence, et que l'homme ne devient réellement homme qu'à travers la culture qui l'entoure. Quant à Sartre, il contesta tout court l'existence d'une nature humaine. Vu que l'homme ne construit son identité qu'à travers ses projets et ses réalisations, lesquels expriment sa liberté. Pour lui, il n'existerait donc pas de nature humaine prédéfinie, puisque tout homme construit son identité à travers son existence. Tu peux donc retenir que la nature, c'est ce qui est de l'ordre de l'inné, de ce qui est avant tout, et la culture, au contraire, c'est ce qui est de l'ordre de l'acquis, du transformé et de l'artificiel. Difficilement cernable, polysémique, le rapport de l'homme à la nature a également évolué. Enfin, ça dépend. Y a quelqu'un qui a scié toutes les stalactites? Les stalactites sont le symbole de la domination mâle sur le règne animal. Abat toutes les idoles phallocrates. Nature misogyne, Darwin complice. Nature misogyne, Darwin complice. Si dans l'Antiquité, c'est la nature que l'on doit prendre comme guide, comme le rappelle Sénèque, afin de tendre vers le bonheur et la sagesse, l'essor de la technique et des sciences va, à l'époque moderne, comme le rappelle Descartes, nous pousser à nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. À partir du XVIIe siècle, la science permet de sonder les lois naturelles et l'homme semble disposer d'un pouvoir qui lui permet de dompter cette force naturelle et créatrice de la vie. Or, cette évolution vers la maîtrise de la nature n'est pas sans soulever de problèmes. Et peut-être, enfin je dis bien peut-être, que ces problèmes ne sont pas sans lien avec les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui dans notre rapport à la nature, dont la plus parlante est sans doute le changement climatique. En effet,
N'est-il pas risqué d'instrumentaliser la nature alors qu'en tant que premier principe créateur de vie, elle conditionne notre existence? Et là, c'est une des problématiques que soulève la notion. Quant à l'enjeu, tu l'as deviné. Si on parvient à montrer qu'il existe une autre alternative à l'instrumentalisation de la nature, peut-être qu'il en va de la survie de l'espèce. Voire même qu'on pourra trouver des moyens pour éviter que les inégalités entre les hommes ne s'amplifient. Oui, dans notre société, en général, quand il y a un manque de ressources, c'est ceux qui ont de l'argent qui s'en sortent. Mais c'est aussi souvent plus dur pour ceux qui n'en ont pas. Mais puisqu'on parle d'argent, laisse-moi te parler de nos super kit bags, dont celui de philosophie qui a été fait par mes soins, dans lequel tu découvriras 24 vidéos de méthodologie, des questions-réponses pour approfondir tes connaissances sur la matière et aussi des défis pour apprendre en t'amusant. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à te rendre sur notre site laboîteabac.fr et aussi très prochainement une nouveauté extraordinaire, notre application. Mais voyons maintenant pourquoi pour certains, vivre selon la nature est la clé du bonheur. Dans l'Antiquité apparaît l'idée que la nature est un monde gouverné par des lois et non, comme on le pensait précédemment, un caprice des dieux. On se fait un petit caprice? Terminus! Tout le monde descend! Caprice à deux, caprice des dieux. Bon, ça semble évident aujourd'hui, mais avant, je t'assure, c'était pas le cas. Si pour Aristote, elle est un univers régi par des lois, comme celle du mouvement, de la naissance ou de la mort, Lucrèce considère que la nature, en tant qu'elle est imparfaite, ne peut être l'œuvre de Dieu. Il s'agit dès lors de la désacraliser afin d'en comprendre le sens, le principe, la place de l'homme et ce à quoi il peut prétendre dans ce système. Ayant compris que l'homme n'était qu'un rouage au service de la nature, les penseurs antiques décident de la prendre pour modèle et d'adapter leur comportement à ce qu'elle rend possible. Pour les stoïciens, qui vantaient les mérites d'une vie simple et naturelle, bien vivre, c'est vivre en harmonie avec la nature et avec soi-même. C'est la raison pour laquelle ils préconisent de maîtriser nos passions, limiter nos désirs et de nous défaire de nos illusions. De la même façon, les épicuriens considèrent que le fait de satisfaire uniquement nos plaisirs naturels et nécessaires, boire, manger, dormir, se reproduire, qui sont en réalité des besoins, est un gage de bonheur. Salut la communauté, aujourd'hui je vais vous présenter un super sandwich hyper vegan, hyper healthy, c'est le sandwich aux lierres. Alors vous prenez 2 tranches de pain, vous prenez votre lierre, ensuite vous prenez un petit sachet de thé, vous le mettez au milieu, vous prenez un couteau comme ça, vous percez, un oignon, les bonnes parties, ce sont les feuilles évidemment. Ensuite pour rajouter un petit peu de goût, on met de l'huile, on met un peu de branche au milieu et on tasse, voilà. Un bon sandwich aux lierres, Alice. Bon, tu l'as compris, à l'époque c'est pas l'éclate et le bonheur est loin de rimer avec abondance. Enfin bon, Épicure, il est sympa parce que de temps en temps, il t'autorise à boire un verre de bon vin, c'est-à-dire à satisfaire un plaisir naturel mais non nécessaire. Limiter son comportement à des choses naturelles serait pour les anciens gage d'ataraxie, d'absence de trouble, une forme de sérénité qu'ils associent au bonheur. Pour ces penseurs, le retour à l'état naturel est donc un choix rationnel et empreint de sagesse. Or, c'est pour cette même raison que certains préconisent de faire la paix et de retrouver sa partie animale. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Diogène le Cynique conclut, après avoir vu une souris courir sans se soucier de son dénuement, qu'il fallait vivre comme un chien. Ils sont fous ces gars-là. Grec. Diogène le Cynique était grec. Il abandonna tout ce qu'il avait, acheta un manteau pour dormir, une besace pour mettre sa nourriture et décida de faire tout, absolument tout, en public. Comme quoi les philosophes ne sont pas toujours aussi tristes qu'on ne le raconte. Quant à Derrida, il regrette le logocentrisme de la philosophie moderne occidentale. Réduit à ce que l'humain n'est pas et ne veut pas être, l'animal est par voie de fait exploité. Or, pour le philosophe, la frontière qui sépare l'homme de l'animal est plus mince qu'elle n'y paraît. Et il y a fort à parier que si l'homme en avait conscience, eh bien il serait moins cruel avec les animaux.
Tu manges pas URL? Maman, il y a un vrai problème d'alimentation dans notre famille. Tu te rends compte qu'à l'aube du 40e siècle avant Jésus-Christ, on mange encore de la viande grillée à tous les repas? Mais c'est hyper cancérigène. Cette reconsidération de l'animalité va de pair avec la pensée qui stipule qu'il est nécessaire de vivre selon la nature. Alors que Descartes considérait l'animal comme une simple machine dénuée de conscience, Rousseau, que certains voient comme le père de l'écologie, voit en l'animal une machine ingénieuse et place la nature au centre des activités humaines. C'est-à-dire qu'elle doit jouer un rôle essentiel, primordial dans les relations amoureuses, l'éducation ou encore la recherche de la vérité. Quant au mouvement écologiste, il s'est construit sur la défense du milieu de vie en tant que déterminant de la qualité de la vie. Un de ses fondateurs, André Gortz, a axé son engagement politique sur la critique du modèle de consommation excessive de nos sociétés contemporaines. Quant au premier candidat écolo à se présenter aux élections présidentielles de 1974, René Dumont, il appelle à une civilisation de l'arbre et du jardin dans laquelle les paysans joueraient un rôle fondamental. Bon, mais si l'idée de vivre selon la nature est séduisante et semble être le gage d'une certaine harmonie, on peut se demander toutefois si elle ne possède pas une certaine limite. Si on la pousse à l'extrême, n'est-il pas dangereux de croire que notre nature est déterminée par des lois? En effet, les femmes ont-elles vraiment plus l'instinct maternel que les hommes? Ou cette idée n'est-elle qu'une construction sociale des sociétés patriarcales? C'est moi qui vais l'allaiter, madame. Les hommes allaitent maintenant. On va prendre une prothèse, d'accord, qui est reliée au mamelon. Vous avez vu une psychologue? Non, on n'a pas besoin. Ou encore, a-t-on vraiment envie de revenir à l'état de l'enfant sauvage? Il s'appelle comment, votre chou? L'enfant. Ouais. L'enfant. Non, mais le prénom. Non. Non. C'est... Ouais. Il a pas de prénom? Bah non, je vais pas coller une étiquette sur le front à la naissance, non. Ah. Il semblerait que ce ne soit pas le cas des philosophes modernes et contemporains. Voyons donc maintenant pourquoi il faut maîtriser la nature. Pour Descartes, dont l'époque bénéficie des avancées de la science, il importe d'en finir avec la philosophie spéculative afin de privilégier une philosophie pratique utile à l'homme. C'est d'ailleurs très bien expliqué dans toute la philo en BD sur la nature. Vraiment, je te conseille de découvrir cet ouvrage. Tu y trouveras des explications très claires et des illustrations vraiment de qualité. C'est un excellent outil pour approfondir tes connaissances et réviser le programme de philosophie en prenant beaucoup de plaisir. Vraiment, vas-y, fonce. Mais revenons à nos moutons. Désormais, l'homme est le seul à connaître et à comprendre cette nature et il a l'obligation de maîtriser la nature, laquelle a été créée par Dieu mais reste très désordonnée. Mais cette foi croissante en l'homme et son potentiel fait un pas de plus au siècle suivant avec la conception finaliste de Kant, laquelle stipule que la nature n'existe que pour permettre l'avènement de l'homme. Si Descartes émettait quelques réserves concernant le potentiel de l'homme qu'il savait limiter, Kant fournit à l'homme toute la légitimité nécessaire concernant son ascendant sur la nature, laquelle est dépourvue de raison et ne possède donc qu'une valeur relative. Considérant que la raison est un principe supérieur, il en déduit que la nature est un moyen, contrairement à l'homme raisonnable qui est une fin. Dit plus simplement, si l'homme est pour Kant un sujet, la nature serait donc un objet. C'est en tout cas ce qu'il affirme lorsqu'il énonce « Les êtres dont l'existence repose certes non pas sur notre volonté mais sur la nature ont toutefois, s'ils sont des êtres dépourvus de raison, seulement une valeur relative comme moyen et se nomment pour cela chose, quand des êtres rationnels sont appelés personnes et constituent un objet de respect. » Or, en délimitant ce qui vaut pour soi-même, c'est-à-dire l'homme, et ce qui est au service d'une fin extérieure, c'est-à-dire la nature, Kant a aussi contribué à délimiter ce qui est objet de respect, l'homme, et ce qui ne l'est pas, la nature. Or, comme tu le sais, cette absence de mesure n'est pas sans s'accompagner de problèmes. Dans notre époque anthropocène, c'est-à-dire durant laquelle l'homme est devenu la principale force qui transforme la Terre, l'homme est devenu une force si puissante qu'il a lui-même perdu la maîtrise de ses actions sur la nature. Alors que l'époque moderne devait parvenir à la maîtrise et à la possession de la nature comme le préconisait Descartes, notre époque
aboutit, selon Hannah Arendt, au comble de la perte de contrôle en retirant à l'homme toute capacité d'anticiper les conséquences des processus qu'il déclenche. Bah oui, on peut penser que les inventeurs du plastique industriel, s'ils avaient su que se retrouveraient dans nos océans 8 millions de tonnes de plastique, au point qu'on évoque même l'existence d'un 7e continent constitué de plastique, bah ils se seraient abstenus, enfin tout au moins on peut l'espérer. Mais voilà, voici venu le temps, non pas des rires et des chants malheureusement, mais de ce que René Girard appelle le rendez-vous planétaire de l'homme avec sa propre violence. Et la crise climatique semble nous inviter à redéfinir notre rapport avec la nature comme un bien précieux qu'il faut protéger. Voyons donc maintenant en quoi la solution est peut-être de collaborer avec la nature au service de la vie. Si pour Hobbes, paraphrasant la phrase de Plaute, la nature humaine est un loup pour l'homme, à savoir qu'il est égoïste, cupide, assoiffé d'accumulation, on comprend mieux que l'homme ait choisi pour modèle économique le capitalisme et la société de consommation, lesquels sont axés sur la croissance et le profit. Mais cela ne va pas sans poser de problème, vu que selon Hannah Arendt, la condition du maintien de l'économie capitaliste est de laisser intervenir ni durabilité ni stabilité, et que son maintien n'est possible que si l'homme sacrifie son monde et son appartenance au monde. Bah, Alice, ça va pas te laisser couler l'eau comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Un jour, on n'aura plus d'eau pour remplir les piscines. Ah ouais, désolé, excuse-moi. Mais à ce point de vue pessimiste, on peut objecter le point de vue de Rousseau pour lequel l'homme est naturellement bon et c'est la société, en installant le marché et la propriété, qui a corrompu l'homme. Si tel est le cas, il devient possible d'espérer la préserver ou du moins de cesser de l'instrumentaliser et à l'inverse de Kant de la considérer comme un sujet, un alter ego avec lequel il faudrait collaborer au service de la vie et de la pérennité de l'espèce. Après tout, on peut y croire vu que l'histoire fourmille de figures altruistes qui se sont démarquées par leurs élans solidaires. Oui, Staline, Hitler, Pol Pot, Gengis Khan. Alors, je ne pensais pas exactement à cela. Aidez-nous pour qu'on puisse mettre des tentes, des hangars, de la paille, leur donner une soupe chaude. Il n'est pas possible que nos frères vivent et meurent comme cela, sinon véritablement, nous sommes pires que des sauvages. Mais attention, cette réorientation ne doit pas rester sur un plan théorique, mais au contraire s'incarner dans des actions concrètes et sur un plan politique. Tandis que certains penseurs verts échafaudent des scénarios sans état difficiles à mettre en place et inspirés de la pensée libertaire. Aujourd'hui, nous entrons dans le sombre cœur caché de la ZAD, une zone de non-droit. Ouais, c'est une zone de non-droit, ouais. Si par droit, vous voulez dire le droit de détruire le vivant, de bétonner les terres nourricières, de mettre le profit avant la vie, alors ouais. Mais il y a d'autres droits ici. Celui d'être différent. Habermas tente de réconcilier écologie et démocratie, tout en combattant toute dérive autoritaire de la pensée écologique. Pour ceux qui préconisent le développement durable, il importe désormais d'articuler l'économie et la préservation de l'environnement. En ce sens, Hans Jonas, au nom du principe de la responsabilité, insiste sur la nécessité de limiter nos actions transformatrices par respect pour la nature. Alice, je viens de voir un magasin, ils offrent un vélo en échange du dépôt d'une voiture polluante. Ça te dit qu'on aille déposer ta caisse? Arendt affirme quant à elle que le respect de nos valeurs humanistes et la perpétuation de nos existences ne seront garantis que par la séparation entre le pouvoir de l'État et le pouvoir économique. Enfin, l'écrivain Jonathan Safran Foer, speaking English, auteur de Faut-il manger les animaux ou L'avenir de la planète commence dans notre assiette, milite contre l'élevage intensif qu'il rend en grande partie responsable de la crise climatique et préconise de moins utiliser l'avion, vivre sans voiture, avoir moins d'enfants et réduire notre consommation de produits d'origine animale. Peut-être qu'on aurait pu faire la vidéo sans lumière.
Tu l'as compris, la notion de nature est désormais au cœur de toutes les problématiques actuelles. Obscure, évolutive et désormais incontournable, réfléchir sur la notion de nature peut conduire au catastrophisme, à l'antiscience, à la technophobie, voire à l'autoritarisme. Pourtant, il me semble essentiel de rappeler aujourd'hui que nous vivons une époque passionnante dans laquelle il est nécessaire de tout réinventer, à commencer par la politique et notre comportement au quotidien. Le danger aujourd'hui serait surtout que, aspirés par un processus qui nous dépasse, nous baissions les bras et laissions filer l'espace dont nous disposons pour transformer le monde. Et à ce sujet, la philosophie a tout son rôle à jouer. Donc à vos dissertes et on compte sur vous pour redessiner le monde futur. Quant à moi, je te laisse car il faut que j'aille vider mon compost. Par contre, si quelqu'un pouvait rallumer la lumière... Non ? Bon, d'accord.